Bonjour, Monsieur Gilles Loisel. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Robert Trudel. Je suis secrétaire québécois de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. L'entretien que vous m'accordez s'inscrit dans le cadre de l'opération Témoignage, témoignage des principaux acteurs des relations franco-québécoises. Nous sommes le mercredi 22 mars 2017 à Montréal. Donc, je voudrais sans plus tarder faire un bref rappel de votre carrière pour bien vous situer auprès de nos auditeurs et auprès des spectateurs. Et même, je dirais, avant d'aborder la période française, c'est-à-dire quand vous avez été à Paris de 1965 à 1972, il est important de retracer vos principaux jalons, les principaux jalons de votre carrière. De 1977 à 1982, vous êtes délégué général du Québec à Londres. De 1985 à 1988, vous êtes délégué du Québec à Rome. À partir de 1988, votre carrière prend une tournure plus politique. Vous êtes élu en 1988 député progressiste conservateur à la Chambre des communes et par la suite, vous occupez d'importantes responsabilités. Ministre d'État aux Finances de 1989 à 1993, président du Conseil du Trésor de 1990 à 1993 dans le cabinet de Brian Mulroney, ainsi que ministre des Finances en 1993 dans le cabinet de Kim Campbell. Par la suite, vous serez conseiller du président de Power Corporation. En 2011, vous recevez le titre d'officier de l'Ordre national du Québec. Vous avez, au début, dans les années 60, fait une carrière de journaliste. Est-ce que vous pouvez nous relater les principaux éléments de votre carrière de journaliste, par exemple, à compter de 1963, quand vous étiez correspondant de Radio-Canada à Québec? Oui, je crois que c'est mes deux dernières fonctions avant de passer à la délégation générale m'ont beaucoup aidé à me situer à l'intérieur du travail de la délégation. D'abord, immédiatement avant d'aller à Paris, j'étais correspondant à Québec. Donc, c'est à l'époque de la Révolution tranquille, Jean Lesage. J'ai connu tous les acteurs, Parizeau, Claude Morin, Marié, etc., etc. Et j'ai aussi connu le chef d'opposition, Daniel Johnson. M. Lesage m'a même demandé, quand la reine est venue, lors du samedi de la matraque, d'être secrétaire de la reine, ce que je fus, ce qui m'a permis de causer longuement avec elle du Québec sur le Yard Britannia. Donc ça m'a permis de bien connaître le Québec qui changeait. Ce que M. Chapdelaine, incidemment, n'avait pas eu l'occasion de connaître et ce qui me sera très utile plus tard. En deuxième lieu, j'étais nommé à Paris. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais à Paris. Lorsque M. Johnson m'a nommé conseiller à la délégation. Et pendant ces années-là, j'ai pu connaître la délégation. J'étais reporter, je couvrais bien sûr des trucs à l'étranger, coup d'État au Ghana, tremblement de terre en Turquie, tout ça, mais je couvrais aussi les activités de la délégation. Là, je connaissais tous les acteurs, y compris M. Chapdelaine, leurs interlocuteurs français, tout Rossillon, de la Fournière, enfin bref, Bernard Dorin, et je connaissais aussi le Québécois qui avait mobilisé tous ces acteurs français qui servaient les intérêts du Québec. C'est Bernard Cloutier, le frère du ministre François Cloutier, qui était en stage au Conseil national de recherche en France et qui est devenu président de la SOCUP. Alors, donc, je connaissais déjà des acteurs. Quand je suis arrivé, je pouvais donc assez immédiatement être utile. Donc, là, vous avez relaté vos responsabilités quand vous étiez correspondant de Radio-Canada à Paris de 1965 à 1967. Et avant, vous avez mentionné quand vous étiez correspondant de Radio-Canada à Québec de 1963 à 1965. Mais qui, à Québec, vous nomme à la délégation générale du Québec à Paris comme responsable des communications? C'est M. Johnson. J'avais bien connu M. Johnson à Québec. Et incidemment, quand je suis parti pour Paris,
pour travailler pour Radio-Canada. M. Lesage et M. Johnson, ensemble, ont donné un grand dîner pour nous faire leurs adieux et nous souhaiter un bon succès à Paris, à ma femme et à moi. Alors, je connaissais très bien Daniel Johnson, j'avais couvert partie de sa campagne électorale. Au cours de nos conversations, dans les années qui ont suivi, quand il a été élu, je lui avais dit que je connaissais la délégation. On m'a demandé qu'est-ce que j'en pense. Je trouvais que ça allait bien, mais c'était un peu terne, c'était un peu fermé, il n'y avait pas d'ouverture. Il m'a dit, bon, c'était si fin que ça, viens donc y travailler. J'ai beaucoup précisé, ma femme était très libérale. Bon, je n'avais pas fait de politique, j'étais à l'étranger, mais je suis d'une famille d'Union nationale, jadis. Alors, il a insisté, et puis ben, finalement, on a négocié, et j'ai accepté sa proposition, que je n'ai pas regretté. D'ailleurs, j'étais très content d'y aller. Je vous remercie. Vous avez parlé de l'effervescence de la Révolution tranquille au Québec. Dans le cadre des relations entre la France et le Québec, ce qui est assez remarquable, c'est que cette effervescence, littéralement, donne naissance à plusieurs ententes que je ne mentionnerai pas toutes, bien entendu, parce qu'elles sont nombreuses. Mais je voudrais en signaler rapidement deux qui sont assez structurantes, pour employer un langage assez commun en bureaucratie. Il y a les accords Perfit-Johnson en éducation et culture en septembre 67. Il y a la création de l'Office franco-québécois pour la jeunesse en 1968. À votre avis, vous étiez à ce moment-là à Paris, quel a été l'impact de ces accords auprès des citoyens français, auprès des médias français que vous étiez en mesure d'informer et pour leur bien faire comprendre ce qu'étaient les relations avec le Québec? C'est un euphémisme de dire que la visite du général de Gaulle et sa déclaration au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal avait suscité un choc en France. À certains égards, la réaction était presque plus négative qu'en Ontario, parce que les gens aimaient beaucoup le Canada, mais pour eux, c'est le Canada français. Ils ne connaissaient pas très bien les tendances ou les séparations de pouvoir au Canada. Alors, ça avait été un choc et ça a attiré l'attention énormément. Et beaucoup de gens se sont interrogés à savoir est-ce qu'il est en train de déraper, qu'est-ce qui se passe, Alors notre rôle, c'était de dire aux Français, non, il se passe effectivement quelque chose au Canada. Le Québec a connu une très grande, rapide évolution. Et alors donc, on a entrepris des tournées pour expliquer ça. Les ententes sont venues un peu couronner. Pendant ce temps-là, les fonctionnaires ont travaillé, qu'est-ce qu'on peut faire, comment structurer le développement. Et c'est surtout avec la visite de Perfit. Tout ça a été élaboré par un certain nombre de fonctionnaires. Dans la population, ce n'est pas en soi les ententes qui ont été très populaires, parce que en France en signe probablement 5-6 par jour avec 120 pays. Alors, mais le fait que ça obligeait, ça mobilisait beaucoup de monde, ces ententes-là amenaient des échanges, des contrats, et tout ça créait un début de réseau, en quelque sorte, que nous devions, bien sûr, enrichir en contactant les chambres de commerce, les mairies. On faisait des tournées dans les villes. Et puis, tranquillement, les gens commençaient à comprendre qu'après tout, c'est vrai, il se passait quelque chose. Et sont devenus, disons, beaucoup plus favorables que les gens de l'Ontario, qui ont eu beaucoup de temps à digérer les déclarations du général. Je vous remercie. Donc, ce que vous relatez, c'est ce que la délégation générale du Québec à Paris a accompli pour mieux faire connaître et mieux faire comprendre le Québec donc au cours de 1967 et par la suite, parce que vous avez insisté sur un fait que l'on oublie souvent, c'est que la première réaction en France aux déclarations du général de Gaulle au Québec ont été vraiment négatives. C'était un étonnement plutôt négatif. Ils trouvaient ça triste un peu, le Canada, le beau Canada, mais pour eux, dans le fond, ils parlaient du Québec sans le savoir. Et puis l'autre problème, c'est que M. Chapdelaine, qui est un des grands diplomates du Canada et qui est devenu sûrement le meilleur délégué général du Québec,
Lui, il arrivait d'un autre univers. Il avait été en poste un peu en Brésil, en Égypte, et il en avait marre, il était plutôt maltraité, le semble-t-il, par Marcel Cadieux à Ottawa. Et il avait un peu marre, il a signalé sa disponibilité. Et quand M. Lesage est venu, il y a eu un petit incident autour d'une gerbe de fleurs que je ne raconterai pas, parce que c'est un peu affligeant. Mais et finalement, ils ont changé de délégué et ça a été l'occasion pour M. Lesage, qui venait d'Ottawa, qui était ministre, qui avait vu ces gens émerger à Ottawa, les premiers diplomates canadiens. Il les estimait beaucoup, avec raison d'ailleurs. Et il a nommé M. Chapdelaine. Mais M. Chapdelaine ne connaissait pas grand monde, de sorte que mon bagage à Québec, mes rencontres avec tous les fonctionnaires, l'évolution, alors je pouvais tranquillement l'amener à saisir ses premières tournées. C'est une révélation parce que pour lui, son univers, c'était Ottawa. Et Ottawa ne faisait pas beaucoup d'efforts pour faire connaître ce qui se passait à Québec. Alors il était un peu coupé de tout ça. Et puis là, il est devenu, il a suivi le train, puis après ça, il a pris la locomotive, et il a fait un travail remarquable à la délégation. J'ai toujours été très heureux de travailler avec lui, de l'accompagner. Donc, l'expérience très concrète que vous avez eue de la Révolution tranquille comme citoyen et comme journaliste, donc comme analyste de la situation politique au Québec, tout ça vous a permis de faire en sorte que M. Chapdelaine et peut-être d'autres personnes aussi qui étaient moins sensibles à la situation du Québec à cause de leur responsabilité à l'étranger, ont pu mieux comprendre ce qui se passait au Québec plus rapidement. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que en diplomatie, comme dans n'importe quel domaine, il faut être en mesure de saisir les informations rapidement, de les analyser et de les diffuser. Et donc, vous avez pu à ce moment-là jouer un rôle important auprès de M. Chapdelaine, qui était déjà un diplomate reconnu, qui avait été en poste comme ambassadeur dans plusieurs pays importants jusqu'à ce moment-là. C'est ça, et les relations entre un État comme le Québec, qui n'est pas un État souverain complet, et un pays, et je dirais que l'hésitation qu'avait Ottawa de cette évolution, et sous De Gaulle, c'était très fort. Les Français étaient en avance sur le Québec, étaient plus indépendantistes que les Québécois. Ça créait des situations dangereuses. Il fallait filtrer, mais en même temps, il fallait permettre aux choses d'avancer et savoir jusqu'où ne pas aller, de sorte que s'il y a un changement de gouvernement, on va pouvoir continuer, qu'il n'y a pas de brisure parce qu'on est allé trop loin, on est obligé de reculer. Alors, il fallait donc avancer avec prudence, et M. Chapdelaine était capable, mais il fallait bien comprendre quelles sont les attitudes, parce que les ministres venaient, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Alors, il recevait toutes sortes d'histoires, mais moi, je pouvais le sécuriser au sujet de ses analyses et l'accompagner dans ses démarches. D'accord. Vous avez été nommé à Paris par le Premier ministre Daniel Johnson. Et ce qui est assez remarquable, c'est que vous avez non seulement travaillé à la délégation générale du Québec à Paris, mais à Québec, il y a eu plusieurs premiers ministres. Il y a eu M. Johnson qui vous a nommé, il y a eu M. Bertrand et il y a eu M. Bourassa. M. Bourassa. M. Bourassa m'a effectivement nommé à Paris, je dirais presque 2 fois. Et la seconde fois, j'étais en poste à Rome, il y avait la francophonie, et le délégué était absent et m'a demandé de me déménager de Rome à Paris, parce qu'il venait d'être élu, et puis il y avait des fonctionnaires qui avaient préparé la réunion pour un autre gouvernement. Alors, pour essayer de faire la transition et protéger un peu ses intérêts et puis réorienter les choses de façon à ce qu'elles lui soient acceptables. Puis, comme monsieur, je vous ai parlé de M. Lesage, lui aussi m'avait donné des fonctions de visite de rang, des visites extrêmement délicates. La population était un peu en éberlument. C'était pas rien de très grave à mes yeux, qui en avait vu bien d'autres, mais à l'échelle du Québec, c'était les premières manifestations, les soldats tournant le dos, etc., etc. Et ça avait beaucoup brassé. Alors donc, j'ai eu la confiance de tous les premiers ministres, les uns après les autres. Et pour ça,
ça peut un peu me toucher, mais c'est le respect des institutions. Moi, ma grande définition de fonctionnaire, c'est quelqu'un qui fait avancer les intérêts désignés par le gouvernement qui est en place. Jusqu'où il peut aller, c'est déterminé par la capacité de servir ceux qui vont suivre. Si on va trop loin, on perd, les gens n'auront plus confiance en nous, on est éliminés parce qu'on est devenus les porteurs du programme alors qu'on ne l'est pas. On est des accompagnateurs et on les aide, on aide le gouvernement à progresser intelligemment le plus rapidement possible, mais sans aller trop loin, parce qu'à ce moment-là, on se sert soi-même, on se fait plaisir, mais ça déçoit beaucoup de gens à qui on promet qu'il va y avoir l'indépendance demain, qui ne se produit pas. Alors les gens se démobilisent. Il faut être réaliste, et ça, Chapdelaine était très réaliste, et moi aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire comprendre la nature des relations que vous aviez avec les médias français, avec les journalistes français? Comment les journalistes français percevaient-ils le Québec? Puisque une de vos responsabilités, c'était de bien les alimenter sur la situation du Québec, sur les relations entre la France et le Québec. Et quelle perception les journalistes avaient-ils de ce qui se passait dans la vallée du Saint-Laurent? Ben, il y avait des gens qui avaient des partis pris, qui ont tiré des conclusions assez tôt, mais en général, j'étais pas très au courant, mais le fait qu'il y ait des tensions, quand on veut avoir les médias, il faut quelque chose qui survienne. Il y avait des tensions, donc ils étaient appelés par l'ambassade, qui disaient un truc, ils voyaient un jeu et ça les attirait. Et on a finalement établi une espèce, pas une écurie, mais en fait un concours de journalistes qui ont commencé à suivre les affaires québécoises plus attentivement, souvent à l'affût d'un conflit, etc. Mais finalement, ils ont développé un intérêt grand, une meilleure connaissance aussi du fond des choses, de la réalité des choses québécoises et canadiennes. Et c'est comme ça qu'on a fait du chemin. Et puis, en région, c'était parfois plus facile. Les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps d'approfondir les dossiers, mais dès qu'on leur explique les données, puis le cas du Québec est une cause intéressante et pas si difficile que ça à expliquer. Évidemment, même les Québécois sont eux-mêmes hésitants à beaucoup d'égards. C'est pas simple dans la mesure où les choses ne sont pas coupées au couteau. Si on leur présente ça comme étant c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va arriver, il ne faut pas leur mentir non plus. Il y a la complexité, mais l'espèce de mouvement qui s'est dégagé au Québec, qui continue, et puis avec la multiplication des échanges, des rencontres, des visites, des conférences de presse, on a mis le président se compromettre, etc. Il y a un intérêt, et on avait donc assez de facilité dès qu'on convoquait les médias, mais eux, c'était pas nécessairement la cuisine qui était intéressée, c'était le côté politique. Est-ce que quelqu'un est fâché, quelqu'un ne l'est pas? Est-ce qu'il y a eu... Alors, et puis, ben, il faut capitaliser là-dessus, pas s'en cacher, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Mais sur le fond, on n'a pas eu de problème considérable. La plupart des journaux sont devenus assez rapidement assez sympathiques à ce qui se passait, mais pas de façon extrême, ils étaient beaucoup moins compromis. Je veux dire que les hommes politiques français, dont certains se sont carrément prononcés, beaucoup plus que les Québécois, sur l'avenir du Québec. Alors, c'était leur privilège, mais ça peut créer des ambiguïtés. Puis, M. Lesage a accusé M. Johnson d'avoir encouragé le général de Gaulle à dire « Vive le Québec libre ». Alors, pourtant, les deux ont très bien vécu avec par la suite. Ils sont accommodés. Mais il y a toujours cette ambiguïté. Les Québécois, ils ne savent pas trop ce qui... C'est pas de toute façon la France qui va décider de l'avenir du Québec. Ça, je vous l'accorde. Vous avez évoqué les relations avec l'ambassade dans le cadre des relations avec les médias. Quel type de relations aviez-vous avec l'ambassade du Canada à Paris en ce qui concerne justement les relations avec les médias, les relations avec la presse? Est-ce qu'il y avait une concurrence de part et d'autre, ambassade d'un côté, délégation générale de l'autre? Est-ce que vous faisiez des opérations ensemble? Oui, il y avait une rivalité. Les gens, il faut dire que c'était très dur pour l'ambassade dans la période du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, il n'était pas compromis. C'était pas un peu l'un, un peu l'autre. C'était le Québec. Et puis, il ne voyait même pas l'ambassadeur. Moi,
M. Chapdelaine était très ami avec Jules Léger, c'est bien son droit, un homme charmant d'ailleurs. Moi aussi, je voyais les gens de l'ambassade. Je n'ai jamais reproché au gouvernement fédéral de défendre sa politique. C'est à nous de défendre la nôtre. Alors, dans tous mes mandats, je ne me suis jamais scandalisé que les fédéraux soient fédéralistes. Et puis, bon, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tomber dans leur case. Alors, en gros, les journalistes suivaient les uns les autres, mais dès que l'ambassade bougeait, ça nous obligeait à bouger nous autres aussi. Donc, ça créait un espèce de mouvement. Et c'était le tourbillon qui est né de la déclaration du général de Gaulle et qui a permis toutes ces ouvertures au niveau des fonctionnaires, au niveau de la population. Bruce, mais enfin, ce n'est pas nécessairement délirant dans la population, mais il y a une très grande vague de sympathie et de compréhension du problème. Je vous remercie. Est-ce que vous croyez que la délégation générale du Québec a joué un rôle dans la naissance de plusieurs institutions de la francophonie lors de conférences ministérielles internationales? Je pense aux conférences qui ont eu lieu en Afrique à la fin des années 1960, Niamey 1, Niamey 2 au Niger, Libreville au Gabon. Parce que Jean-Marc Léger et plusieurs autres observateurs ont écrit que la délégation générale du Québec avait joué un rôle dans la naissance de la francophonie. La plupart, je dirais qu'une bonne partie des préparatifs pour ces conférences-là, d'ailleurs, les liens avec la France se faisaient par la délégation. Donc, a certainement joué un rôle. Et moi, j'ai assisté personnellement à Niamey 2, où on a donné au Québec le statut de gouvernement participant. Et ce que je sais, c'est que encore là, la France était très en avance. C'était M. Bertrand qui était au gouvernement. Il était favorable au Québec, mais il n'était pas nécessairement pour une aventure. Alors, donc, il y a eu des débats avec les gens de la francophonie. Et si le Québec avait insisté, avec l'appui de la France, il aurait pu théoriquement expulser le Canada, ce qui, à mon avis, n'aurait jamais été accepté. Ça n'aurait mené qu'à des disputes et des conflits. Alors, donc, le Québec a permis, après ça, de faire un compromis, est devenu gouvernement participant, et le gouvernement canadien, non sans difficulté, parce que le premier ministre du Canada refusait systématiquement l'accommodement qui a été consenti au Québec. Mais à risque d'être expulsé, ça l'a beaucoup amené à moduler les positions. Mais vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui était le premier ministre du Canada à ce moment-là? C'était M. Trudeau. Hein? Ouais. Je vous remercie. Monsieur Loisel, vous avez mentionné les liens qui existaient entre M. Jean Chapdelaine, délégué général du Québec, et Jules Léger, ambassadeur du Canada. Est-ce que vous pouvez un peu préciser la nature de ces relations? Oui, ben, les deux étaient des jeunes cracks diplomates qui éclataient, dont l'avenir se précisait avec intérêt à Ottawa, avec Pearson, etc. Ils étaient très liés, puis ils ont eu des carrières jusqu'à ce que M. Léger arrive à Paris. Ils sont demeurés amis, même après, parce que c'était très dur pour M. Léger, qui n'arrivait pas à voir le général, alors on pouvait le voir pratiquement 2 fois par jour. Alors c'était très, très dur pour lui. Et puis, il avait partagé le début. Alors, M. Chapdelaine, au début, avant d'être un peu mobilisé, d'avoir mieux compris l'importance de son rôle dans un Québec en évolution, lui, il prenait des choses un peu statiques. Il n'était pas venu à la délégation parce qu'il était en amour avec le Québec. Il était venu un peu par dépit parce qu'on ne l'avait pas nommé. Mais c'était un grand diplomate quand même en soi. Puis il était prêt à faire ce qu'il fallait faire pour aider le Québec. Mais pour lui, ça se limitait à peu de choses. À son ami Jean Lesage, qui avait été ministre à Ottawa. Alors, il a donc fallu subir la transition. Il est demeuré copain. Il voyait M. Léger, ce qui inquiétait un peu le premier ministre à Québec. Il me disait, bon, je dis, écoute, c'est des grands garçons, ils sont capables de garder les choses confidentielles, mais alors, il fallait que j'aide un peu à assurer sa crédibilité à certains égards, parce qu'il a dû en parler à Jules Léger, etc. Bon, en fait, M. Von Johnson nous a confié des missions parfois un peu délicates en Yougoslavie, par exemple, en Tchécoslovaquie,
Et puis, il voulait qu'on garde le secret, etc. C'est probablement pas utile. Mais enfin, alors il a fallu qu'on ne dise pas un mot. M. Chapdelaine, dans de crainte qui en parle en jeu de léger, c'est le genre de truc. Mais ça s'est vite dissipé parce que Chapdelaine a quand même assez rapidement évolué, puis il a pris le contrôle des choses avec ardeur et efficacité. Je vous remercie. Je voudrais évoquer une autre question au cours de cette entrevue. Vous avez eu une carrière avec d'importantes responsabilités au gouvernement du Québec comme diplomate à Paris, Londres et Rome, au gouvernement du Canada comme ministre des Finances, président du Conseil du Trésor et à Power Corporation comme conseiller du président. Donc, vous avez eu une très vaste expérience vous permettant de voir les relations internationales, d'observer les relations internationales, de les analyser, et particulièrement les relations du Québec et de la France, sous plusieurs angles, comme diplomate, comme ministre du gouvernement canadien, comme conseiller du président de Power Corporation. Je souhaiterais vous demander comment vous voyez le développement maintenant des relations entre la France et le Québec, puisque depuis 50 ans, beaucoup de réalisations ont été accomplies, mais nous rentrons dans un nouveau siècle qui est très différent de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et donc, quelles seraient, selon vous, les voies de développement pour l'avenir des relations entre le Québec et la France? Je crois qu'une base très solide a été établie. Maintenant, c'est acquis. Les Français voyagent, les Québécois voyagent. On n'a plus beaucoup de mystères les uns les autres. À mon avis, il faudrait travailler maintenant dans le monde qui nous confronte aujourd'hui. Je pense, par exemple, des problèmes comme, étant donné que ça me touche aussi, le vieil âge, les résidences aux personnes âgées. Il y a des problèmes un peu partout qui surgissent. Mais avec la France, on pourrait demander à des gens comment ils ont comparer nos notes, voir qu'est-ce qu'ils ont fait qui pourrait être utilisé. Il faut donc maintenant passer au-delà des ententes entre fonctionnaires pour aller dans la vie réelle, les choses concrètes, pour les gens qui essaient de débloquer dans un environnement qui est assez difficile, surtout avec l'arrivée du gouvernement Trump. Alors, il faut vraiment maintenant déborder ce secteur-là et utiliser toutes les réserves qui sont là, les gens qui ont été échangés, la connaissance qu'on a maintenant des milieux, et voyager beaucoup plus. C'est-à-dire, le Premier ministre devrait avoir des amis qui viennent passer le week-end chez lui, les ministres français, les français. Il faut bouger, parce qu'autrement, ça va rester au niveau gouvernemental. Ça, c'est toujours un peu figé, c'est pas... Et c'est un monde un peu artificiel. Les gouvernements ont fait des choses parce que le monde ne le font pas, etc. Alors là, il y a des besoins et à mon avis, on ne peut pas les satisfaire sans se brancher sur d'autres gouvernements. Et on a un gouvernement qui est quand même assez exceptionnellement bien développé, le gouvernement français. Alors on devrait sauter là-dessus et favoriser de plus en plus des échanges basés sur les problèmes qui nous confrontent, de police, de sécurité, de technologie, d'environnement, etc. Monsieur Boiselle, c'est la fin de l'entretien que vous avez accepté de nous accorder. Je vous remercie beaucoup. Votre témoignage est précieux comme acteur principal des relations entre la France et le Québec. Cela va nous permettre de comprendre ce que nous avons fait pour mieux saisir ce que nous devons faire dans le cadre des relations entre la France et le Québec. Alors, merci beaucoup, M. Loisel. C'est moi qui vous remercie.